Ils pensaient que je ne comprendrais jamais, et c'est peut-être pour cela qu'ils ont parlé devant moi comme on parle devant un meuble. De toute façon, elle ne sait plus lire correctement, tu peux lui faire signer. La phrase a été dite sans cruauté apparente, presque avec lassitude, comme une constatation pratique. Mon fils l'a prononcée en regardant sa montre, ma belle fille a hoché la tête, et ma fille a laissé tomber ses yeux sur ses mains, comme si le carrelage devenait soudain plus intéressant que mon visage. J'ai senti l'air se retirer de la pièce. Pas parce que je manquais d'oxygène, mais parce que je venais d'être expulsée de ma propre existence, en une seule phrase. Nous étions dans ma cuisine, celle que j'avais tenue propre pendant 40 ans, celle où j'avais préparé des soupes quand ils avaient de la fièvre, celle où j'avais appris à compter les jours difficiles et à célébrer les petits bonheurs. La table était recouverte de papier, des documents imprimés, des formulaires, des pages qui sentent l'administration. On avait posé un stylo noir au milieu, comme un outil déjà prêt, comme un objet neutre qui ne demande qu'à obéir. Ils avaient choisi le moment avec une précision presque tendre. Un samedi matin, après une semaine où je m'étais plainte de fatigue, après quelques oublis sans importance, après une chute légère qui m'avait valu un bleu sur le bras, ils s'étaient montrés attentionnés, presque charmants. Ils avaient apporté des croissants. Ils avaient dit qu'ils venaient m'aider, qu'il fallait mettre certaines choses en ordre. J'avais souri, parce que c'est ce que je fais toujours, et parce qu'une mère se rassure facilement quand ses enfants font semblant de s'inquiéter. Je vous compte. Je les regardais, feuilleter, expliquer, souligner des phrases. Mon fils parlait vite, comme s'il voulait traverser cette étape sans que je puisse y rester accroché. Ma belle fille faisait glisser ses ongles sur les lignes, comme si elle possédait déjà les mots. Ma fille répétait parfois une phrase, doucement, en me regardant à peine. C'est juste pour ta sécurité, maman. Leur vocabulaire avait cette douceur étrange des décisions déjà prises. Et puis, cette phrase, celle qui a tout changé, tu peux lui faire signer. Je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai appris, au fil des années, qu'une émotion trop visible devient une arme pour l'autre. Si j'avais crié, ils auraient dit que j'étais instable. Si j'avais pleuré, ils auraient dit que j'étais fragile. Alors, je me suis contentée de poser ma main sur la table, près du stylo, et de regarder mon fils. Longtemps. Sans expression particulière. Je voulais qu'il entende, dans mon silence, que j'avais entendu. Il a compris, mais trop tard. Il a tenté de sourire, un sourire maladroit, comme pour recoller la phrase à une intention bienveillante. Il a dit que je dramatisais. Il a dit qu'il voulait m'aider. Ma belle fille a ajouté qu'à mon âge, c'était normal d'être accompagnée. Ma fille a murmuré qu'ils étaient là par amour. Et moi, j'entendais autre chose. J'entendais le plan, j'entendais le mépris déguisé en protection. Mais ils pensaient que je ne comprendrais jamais, parce qu'ils avaient confondu deux choses. Mes oublis et ma lucidité, ma fatigue et ma capacité de jugement. Ils avaient pris mon calme pour de la faiblesse, mon silence pour de l'ignorance. Ils n'avaient pas imaginé que je pouvais écouter les mots, sentir les intentions, reconnaître les gestes qui cherchent à contourner. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés dire ce qu'ils avaient préparé dans mon dos. Une procuration, une autorisation, des petites démarches pour simplifier la gestion de mes comptes, de mon appartement, de ma vie. Ils prononçaient ces mots avec un sérieux presque professionnel, comme si l'on classait un dossier. Comme si j'étais devenu un risque, un objet administratif à sécuriser. Je me suis souvenu, à cet instant, de toutes les fois où j'avais signé sans poser de questions. Pour l'école, pour les activités, pour les prêts, pour les impôts, pour le foyer. J'ai toujours été celle qui signe, parce qu'il faut avancer. J'ai toujours été celle qui fait confiance. Et je comprenais maintenant que cette habitude leur servait. Ils avaient grandi dans l'idée que ma confiance était automatique, que ma signature était une formalité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'ai toujours gardé des copies. Toujours. Par réflexe. Par expérience. Pas pour surveiller, mais pour ne pas dépendre de la mémoire des autres. Dans un tiroir de mon buffet, sous une nappe ancienne, il y avait un petit dossier de papier. Relevé, courrier, contrat, notes, tout ce que l'on garde quand on a appris, au fil de la vie, que les mots disparaissent plus vite que l'encre. Je n'ai pas parlé de ce tiroir. Pas encore. Je n'ai pas dit que je savais lire, comprendre, relier. Je n'ai pas dit que je connaissais les dates,
les montants, les démarches déjà tentées. 2. Je les ai regardés, simplement. Et j'ai demandé quel était exactement ce document qu'il voulait que je signe. Mon fils a hésité. Cette hésitation minuscule a été la première fissure. Il a expliqué trop vite, puis s'est repris. Ma belle-fille a essayé de reprendre la parole à sa place, mais sa voix a tremblé légèrement. Ma fille a enfin levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard une panique silencieuse. Elle venait de comprendre que je n'étais pas perdue, que je n'étais pas absente, que j'étais là, pleinement. Je me suis levée, lentement, et j'ai pris le document. Je l'ai lu. Vraiment lu. Jusqu'au bout. J'ai vu les termes, des autorisations, les champs à remplir. J'ai vu ce qu'ils espéraient obtenir sans discussion. Quand j'ai reposé la feuille, le stylo était toujours au milieu de la table, comme une injonction muette. Je n'ai pas touché le stylo. Je leur ai dit, d'une voix calme, que je ne signerais rien aujourd'hui. Rien du tout. Que s'ils voulaient parler de ma sécurité, ils le feraient avec moi, pas à ma place. Que je n'étais pas un dossier à gérer, ni une mère à infantiliser. Et surtout, que s'ils pensaient que je ne comprendrais jamais, ils venaient de commettre leur première erreur. Mon silence, ce matin à là, n'était plus une faiblesse. C'était une décision. Et eux, sans le savoir encore, venaient d'ouvrir une porte qu'ils ne sauraient plus refermer. Avant ce samedi matin, il y avait eu toute une vie construite sur une idée simple. Aimer, c'est faire confiance. J'avais grandi avec cette conviction tranquille, presque naïve, que l'on ne se protège pas contre ceux que l'on a mis au beau monde. On avance ensemble, on partage, on se soutient, et quand l'âge arrive, on accepte naturellement de se laisser aider. Je n'avais jamais pensé que l'aide pouvait se transformer en prise de pouvoir silencieuse. Fou, je me souviens de mes débuts comme mère. J'étais jeune, attentive, toujours un peu inquiète. Je notais tout, les heures de repas, les rendez-vous médicaux, les dates d'école. J'ai appris très tôt à gérer les papiers, à comprendre les formulaires, à lire entre les lignes. La vie ne m'a jamais laissé le luxe de l'insouciance totale. Mais, avec mes enfants, j'ai choisi d'adoucir les choses. Je voulais qu'ils se sentent protégés, portés par quelque chose de solide. Quand leur père est parti trop tôt, j'ai tenu la maison comme on tient une promesse. J'ai travaillé, parfois beaucoup, parfois trop, sans jamais me plaindre. J'ai signé des contrats, négocié des échéances, appris à compter chaque euro. J'ai fait tout cela en silence, persuadé que la discrétion était une force. Je pensais que mes enfants verraient un jour cette rigueur, tranquille, cette constance invisible. Ils ont grandi. Ils sont devenus sûrs d'eux, rapides, efficaces. Ils parlaient un langage que je reconnaissais sans toujours l'utiliser. Celui de l'urgence, de la rentabilité, de la simplification. Je les regardais faire avec une fierté mêlée d'étonnement. Ils prenaient des décisions vite, sans douter, sans s'attarder. Moi, je continuais à réfléchir, avant d'agir, à vérifier, à conserver. Avec le temps, j'ai senti un léger déplacement. Des conversations écourtées, des décisions annoncées après coup. On me demandait moins mon avis, mais on me rassurait davantage. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Tu n'as plus besoin de te fatiguer avec ça. Ces phrases avaient l'air bienveillantes. Je les ai acceptées sans résistance, parce qu'elles venaient de ceux que j'aimais. Là, je continuais pourtant à garder mes habitudes, à classer mes papiers, à faire des copies, à noter les dates importantes dans un carnet discret. Non, par méfiance, mais par réflexe. J'avais appris que la mémoire peut flancher, mais que l'écrit reste. Ce carnet, personne ne s'y intéressait. Il n'avait aucune valeur apparente. Il n'attirait pas l'attention. Je me rendais compte, avec le recul, que mes enfants avaient interprété mon calme comme un désengagement. Ils avaient confondu mon absence de conflit avec une absence de compréhension. Ils pensaient que parce que je ne protestais pas, je ne voyais pas. Parce que je ne parlais pas fort, je ne pensais pas profondément. Cette erreur leur semblait logique. Elle était confortable. Dans cette vie d'avant, je n'étais pas malheureuse. J'étais simplement reléguée doucement à l'arrière, appelant de mes propres décisions. Je me disais que c'était le cours normal des choses. Qu'une mère finit toujours par s'effacer un peu. Je n'avais pas compris que l'effacement peut devenir une habitude dangereuse quand il n'est jamais discuté. Je repense aujourd'hui à toutes ces scènes anodines, les regards échangés entre eux. Les phrases dites trop vite, les documents posés sur la table sans explication détaillée. Tout était déjà là. Je ne voulais pas le voir.
Ou plutôt, je n'osais pas le nommer. Nommer, c'est risquer de rompre l'équilibre fragile que l'on a mis des années à construire. Cette J d'avant n'était pas une erreur. Elle m'a formée. Elle m'a appris la patience, l'observation, la retenue. Elle m'a aussi appris, sans que je le sache encore, à reconnaître le moment où il ne faut plus se taire. Ce samedi matin n'était pas une rupture soudaine. C'était le point de bascule d'une longue histoire de confiance offerte, sans condition. Ils pensaient que je ne comprendrais jamais, parce qu'ils avaient oublié d'où je venais. Ils avaient oublié que celle qui a tenu toute une famille debout sans bruit, c'est aussi, le moment venu, lire ce que l'on tente de lui cacher. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'une alarme. Ils se sont insinués dans le quotidien, discrets, presque élégants, comme si l'on voulait me ménager tout en me déplaçant doucement hors du centre. Au début, il s'agissait de remarques anodines, prononcées avec un sourire. Tu devrais te reposer davantage. Laisse à nous gérer ça pour toi. Tu as déjà fait assez. Je les remerciais, sincèrement. J'y voyais une attention tardive, une reconnaissance maladroite. Puis il y a eu les gestes. Des papiers déplacés sur la table avant que j'aie eu le temps de les lire. Des rendez-vous fixés sans me consulter, puis annoncés comme des évidences. On me demandait si cela m'arrangeait, mais la question arrivait toujours après la décision. Je disais oui, par habitude. Dire non aurait demandé une énergie que je croyais inutile à ce stade de la vie. Ma belle-fille, a joué un rôle particulier dans ce glissement. Elle avait cette efficacité tranquille qui impose sans hausser la voix. Elle ouvrait les tiroirs en parlant d'autre chose, feuilletait des documents tout en souriant. Elle disait vouloir aider, optimiser, simplifier. Je la regardais faire avec un mélange d'agacement diffus et de gratitude forcée. Je ne voulais pas être celle qui complique. Mon fils, lui, parlait vite. Trop vite. Comme s'il craignait que je m'attarde sur certains mots. Il répétait souvent que tout était sous contrôle. Ce mot revenait comme un refrain. Contrôle. Je comprenais maintenant qu'il ne parlait pas seulement de la situation. Il parlait de moi. Ma fille, quant à elle, se réfugiait dans le silence. Elle acquiesçait, sans enthousiasme, sans opposition non plus. Ce silence me faisait plus mal que les phrases des autres. J'y sentais un renoncement discret. Il y a eu ce jour précis où j'ai senti, pour la première fois, que quelque chose n'allait pas. Ma belle-fille a évoqué l'idée de faire du tri dans mes papiers, en disant que cela éviterait des complications plus tard. Elle parlait de plus tard comme d'un horizon inévitable, déjà balisé. J'ai répondu que je préférais m'en occuper moi-même. Elle a souri, puis elle a dit que ce n'était pas urgent. Ce n'était pas une concession. C'était un report stratégique. Les humiliations n'étaient jamais frontales. Elles prenaient la forme de questions posées trop lentement. Tu te souviens encore de ce mot de passe? Tu es sûr que c'est bien ce chiffre? On répétait certaines informations, comme si ma mémoire était devenue fragile. J'ai commencé à douter de moi-même, à vérifier 2 fois ce que je savais déjà. Cette auto-surveillance m'épuisait plus que les gestes eux-mêmes. Je me suis mise à observer davantage, non par méfiance, mais par nécessité intérieure. Je notais mentalement les regards échangés quand je quittais une pièce, les conversations interrompues, les silences soudains quand je revenais. Je reconnaissais ce langage. Je l'avais vu ailleurs, autrefois, dans des contextes moins intimes. Je n'aurais jamais imaginé le reconnaître dans ma propre famille. Un après-midi, j'ai surpris une conversation à demi-mot dans le couloir, mon nom prononcé, puis des phrases étouffées. J'ai entendu mon fils dire que ce serait plus simple ainsi. Ma belle-fille a répondu qu'il fallait aller doucement. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je n'en avais pas besoin. La phrase était suffisante. Simple pour qui? Doucement. Pourquoi? Je continuais pourtant à me taire. Par réflexe ancien. Par amour aussi. Je ne voulais pas être celle qui accuse, celle qui divise. J'avais toujours été celle qui rassemble, celle qui amortit. Je pensais encore que le silence préserverait quelque chose. Je ne comprenais pas que ce silence-là nourrissait un malentendu dangereux. Ce que mes enfants n'avaient pas compris, c'est que me taire ne signifiait pas ne pas voir. Je regardais tout. Je comprenais plus qu'ils ne l'imaginaient. Je faisais simplement la différence entre comprendre et intervenir. J'attendais. Peut-être trop longtemps. Peut-être juste assez. Je me souviens avoir pensé, un soir, en rangeant mes papiers, que si un jour je devais parler, il faudrait que ce soit avec des faits.
Pas des impressions, pas des ressentis, des faits. Cette pensée m'a surprise. Je ne savais pas encore qu'elle annonçait un tournant. Je savais seulement que quelque chose se préparait, en moi, sans bruit. Ils pensaient que je ne comprendrais jamais, parce qu'ils avaient confondu mon calme avec de l'ignorance. Ils n'avaient pas vu que ce calme était une forme d'attention extrême, une manière de laisser les choses se révéler d'elles-mêmes. Et pendant qu'ils s'organisaient, en me croyant absente, je devenais, lentement, dangereusement, lucide. La révélation n'est pas arrivée dans un éclat de voix, ni dans une scène dramatique. Elle s'est imposée avec la froideur d'un constat, un matin ordinaire, quand je cherchais un document précis qu'un service administratif me réclamait. Rien d'urgent, rien de grave, pensais à je. J'ai ouvert un classeur que je n'utilisais plus souvent, celui que mon fils avait rangé quelques semaines plus tôt, en disant qu'il voulait m'aider à faire de l'ordre. Les feuilles étaient alignées avec une rigueur qui n'était pas la mienne. Au milieu de ces papiers, une chemise m'a arrêtée. Elle portait une annotation courte, écrite au stylo, d'une écriture que je reconnaissais immédiatement. Celle de mon fils. J'ai ressenti une hésitation étrange, comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore de formuler. Puis j'ai ouvert la chemise. À l'intérieur, il y avait des copies de documents me concernant directement. Des formulaires remplis à moitié. Des courriers préparés, non envoyés. Des démarches envisagées, structurées, pensées, jusqu'au détail. Tout était présenté avec cette logique administrative qui donne l'illusion de la neutralité. On parlait de gestion, de protection, d'anticipation. On parlait de moi sans jamais me nommer autrement que comme un cas à sécuriser. Je me suis assise. J'ai relu chaque page lentement, pas pour y chercher une erreur, mais pour en mesurer la portée. Les dates correspondaient. Les intentions s'alignaient. Ce n'était pas une initiative isolée, ni une maladresse. C'était un plan. Un plan construit dans le silence, avec la certitude tranquille que je ne comprendrais pas, que je signerais, que je suivrais. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'idée de prévoir l'avenir. J'y avais moi-même souvent réfléchi. Ce qui m'a bouleversé, c'est l'absence totale de ma voix. Personne ne m'avait demandé ce que je voulais. Personne ne m'avait expliqué ce qui était envisagé. On avait décidé que j'étais déjà du côté de l'incapacité, sans jamais me le dire. J'ai refermé la chemise avec soin. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Une lucidité froide s'est installée en moi, nette, presque douloureuse. Tout ce que j'avais ressenti jusqu'à là, sans oser le nommer, prenait soudain une forme concrète. Les phrases trop lentes, les décisions prises après coup, les sourires qui évitent la discussion. Tout menait à cette chemise. Quand ils sont arrivés ce soir à là, je n'ai rien dit immédiatement. Je voulais les regarder parler, les entendre, raconter leur quotidien, leurs projets, leurs petites préoccupations. Ils parlaient librement, persuadés que le cadre leur appartenait encore. Je les écoutais, comme on observe une scène dont on vient de découvrir l'envers. À un moment, j'ai posé la chemise sur la table, sans la brandir, sans colère. J'ai simplement demandé quand ils comptaient m'en parler. Le silence qui a suivi était lourd, précis, révélateur. Mon fils a été le premier à réagir. Il a parlé de précaution, de simplification, de choses compliquées qu'il valait mieux anticiper. Il utilisait cette voix douce qui prétend rassurer, mais qui évite surtout la contradiction. Ma belle-fille a ajouté que c'était pour mon bien, que je me fatiguais trop, que ce serait plus simple pour tout le monde. Ma fille est restée silencieuse, les yeux baissés. Aucun d'eux ne répondait à la question essentielle. Pourquoi sans moi? Je leur ai demandé ce qui leur faisait penser que je ne pouvais plus décider. Mon fils a soupiré, comme si j'exagérais. Il a dit que je devais leur faire confiance. Cette phrase m'a frappée avec une violence inattendue. Ma confiance devenait l'argument même de mon exclusion. Parce que je leur faisais confiance, ils s'autorisaient à agir à ma place. Je leur ai répondu calmement que la confiance n'exclut pas le respect. Que décider pour quelqu'un sans l'informer n'est pas une protection, mais une dépossession. Ma voix était stable. Je sentais mon cœur battre, mais je ne tremblais pas. Pour la première fois, je ne cherchais pas à préserver l'harmonie à tout prix. Ils ont tenté de minimiser, de parler de détails techniques, de promettre des ajustements. Mais je voyais désormais la logique à l'œuvre.
Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était une manière de me regarder, de me considérer comme quelqu'un dont on pouvait disposer sans consulter. C'est à cet instant précis que j'ai compris que ce qu'ils appelaient aide était en réalité une prise de pouvoir douce, et que s'ils pensaient que je ne comprendrais jamais, ils venaient de se tromper lourdement. Parce que ce jour-là, face à cette chemise soigneusement préparée, je n'ai pas seulement compris. J'ai décidé que rien ne se ferait plus sans moi. Rien. Après cette révélation, je n'ai pas été envahi par la colère, comme on pourrait l'imaginer. Ce qui s'est imposé à moi, d'abord, c'était une fatigue profonde, presque physique. Une lassitude ancienne, accumulée au fil des années, trouvait enfin une explication claire. Je n'étais pas fatigué de vieillir. J'étais fatigué d'être tenu à l'écart de ce qui me concernait. Les nuits suivantes ont été longues. Je me réveillais avant l'aube, dans un silence dense, sans bruit de circulation, sans voix autour de moi. Les pensées revenaient, non pour m'assaillir, mais pour s'organiser. Je revoyais la chemise, les phrases soigneusement choisies, les décisions prises sans moi. Je repensais surtout à leur visage, à leur manière de parler doucement, comme on parle à quelqu'un que l'on croit déjà, diminué. Cette douceur là me faisait plus mal que la brutalité. Je me suis interrogée sans complaisance. Avais-je contribué, sans le vouloir, à cette situation? Avais-je trop longtemps accepté de me taire pour préserver une baie fragile? J'avais cru que mon silence protégeait mes enfants. Je comprenais maintenant qu'il les avait surtout rassurés, dans l'idée qu'ils pouvaient décider à ma place sans résistance. Je n'ai pas cherché à me disculper. Cette introspection n'était pas un procès, c'était une mise au point. Je reconnaissais ma part de responsabilité, non pour m'accuser, mais pour ne plus la reproduire. J'avais confondu la discrétion avec la disparition progressive de ma voix, et ce glissement, je ne voulais plus l'accepter. J'ai commencé à écrire, pas pour raconter, pas pour me plaindre, pour mettre de l'ordre. J'ai noté les faits, les dates, les mots exacts qui avaient été employés. J'ai distingué ce que j'avais ressenti de ce qui avait été réellement dit. Cette écriture me donnait une stabilité nouvelle. Elle me permettait de ne pas me perdre dans l'émotion. Chaque phrase posée sur le papier renforçait ma clarté. Je priais parfois, sans formule apprise, sans attente miraculeuse. Je demandais simplement de ne plus me trahir moi-même, de ne plus céder par peur de décevoir. Je savais désormais que continuer comme avant me coûterait plus cher que toute tension à venir. Cette certitude s'installait doucement, mais fermement. Avec mes enfants, les échanges sont devenus prudents, poliment prudents. Ils sentaient que quelque chose avait changé, sans encore mesurer quoi. Ils tentaient parfois de reprendre la conversation comme si rien n'avait vraiment basculé. Je répondais avec calme, sans agressivité, mais sans cette disponibilité d'autrefois. Et je n'étais plus là pour rassurer à tout prix. Un matin, dans cette fatigue calme, qui suit les décisions intérieures importantes, j'ai compris que je ne pouvais pas rester immobile. Pas encore agir ouvertement, mais me préparer. Ce qui avait été conçu dans le silence ne pouvait être défait par une explosion émotionnelle. Il fallait de la méthode, de la patience, une lucidité sans colère. Cette prise de conscience m'a apporté un apaisement inattendu. Je n'étais plus coincé entre la peur de perdre mes enfants et la tentation de tout refuser brutalement. J'avais trouvé une autre voie, celle de la fermeté tranquille. Je pouvais aimer, sans m'effacer. Je pouvais comprendre sans accepter. Je me suis fait une promesse simple. Plus jamais une décision me concernant ne serait prise sans mon accord éclairé. Plus jamais je ne signerais sans comprendre. Cette promesse n'était pas une déclaration de guerre. C'était un engagement envers moi-même. Et ce simple engagement changeait déjà ma posture intérieure. Je savais que cette introspection n'était pas une fin. Elle était une transition. Une phase nécessaire avant l'action. Je ne savais pas encore comment, ni quand j'allais poser des limites visibles. Mais je savais une chose essentielle. Je n'étais plus la femme qui se tait par habitude. Je devenais une femme qui choisit quand parler et quand se taire. Ils pensaient que je ne comprendrais jamais. Ils ignoraient que comprendre ne signifie pas réagir immédiatement. Comprendre, parfois, c'est attendre. Observer. Mettre de l'ordre en soi avant de poser un acte juste. Et dans ce silence nouveau, maîtrisé, je sentais déjà se dessiner la suite. Une suite qui ne serait ni violente ni confuse,
mais profondément irréversible. La préparation ne s'est pas faite dans la hâte. Elle s'est installée en moi comme une discipline nouvelle, presque une hygiène intérieure. J'avais compris que si je voulais reprendre ma place, je ne pouvais pas me contenter d'indignation. Il fallait de la précision, de la méthode, une fermeté calme, sans laquelle toute parole risquait d'être retournée contre moi. J'ai commencé par rassembler mes papiers, tous, ceux que je consultais souvent et ceux que je laissais dormir depuis des années. Je les ai étalés sur la table du salon, par catégorie, par date, par thème. Ce geste, simple en apparence, m'a procuré une sensation inattendue de solidité. Chaque document retrouvé était un rappel silencieux de ce que j'allais traverser, décider, assumer. Rien ne manquait. Rien n'avait disparu. J'étais encore maîtresse de mon histoire écrite. Je me suis ensuite renseignée seule, sans en parler à mes enfants, sans chercher de validation affective. J'avais besoin de clarté, pas de compassion. J'ai pris rendez-vous dans un lieu neutre, loin de leurs habitudes, loin de toute confusion possible. J'y suis allée avec un dossier précis, sans récit inutile. J'ai exposé les faits. Les documents préparés sans moi, les signatures attendues, les intentions dissimulées derrière des mots rassurants. On m'a écouté attentivement. Puis on m'a expliqué, sans dramatisation, ce que cela signifiait réellement. Mimer, ce qui était légal, ce qui pouvait être discuté, ce qui devait être immédiatement clarifié, pour éviter toute interprétation abusive. Il n'y avait ni promesse de victoire rapide, ni discours alarmistes. Puis, il y avait quelque chose de plus précieux, une lecture claire de ma situation. Et cette clarté me redonnait de l'air. En sortant, je n'ai pas ressenti d'euphorie. J'ai ressenti un ancrage. Je savais désormais exactement où je me tenais. Ce que je pouvais accepter, ce que je devais refuser, ce que je devais formaliser pour que ma volonté ne puisse plus être contournée. La peur reculait, non parce que tout était réglé, mais parce que tout devenait lisible. J'ai ensuite posé des actes concrets, discrets, mais décisifs. J'ai ouvert un compte à mon nom. J'ai ouvert un geste banal pour beaucoup, fondamental pour moi. Il ne s'agissait pas de rupture, mais d'existence. De reconnaissance officielle de ma capacité à décider, à disposer, à protéger. J'ai également pris soin de consigner mes décisions, de laisser des traces claires, datées, indiscutables. À la maison, je continuais à vivre comme avant, en apparence. Les mêmes gestes, les mêmes horaires, les mêmes silences. Mais quelque chose avait changé dans ma posture. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans la justification permanente. Mes enfants le sentaient. Ils me regardaient autrement, avec une attention inquiète, parfois méfiante. Je répondais avec calme, sans mentir, mais sans livrer. J'avais compris que la transparence n'est juste que lorsqu'elle est réciproque. Chaque soir, je notais mes démarches dans un carnet. Date, nom, information. Ce carnet n'était plus un refuge émotionnel. Il était devenu une mémoire organisée, un fil conducteur. J'y notais aussi mes états intérieurs, non pour m'y attarder, mais pour ne pas les laisser guider mes décisions. Cette discipline me protégeait de l'impulsivité. Il y avait des moments de fatigue. Des instants où je me demandais si tout cela n'était pas trop lourd à porter, à mon âge, face à mes propres enfants. Puis je repensais à cette phrase prononcée devant moi, avec désinvolture. Tu peux lui faire signer. Et je retrouvais ma détermination. Ce que je faisais n'était ni excessif, ni tardif. C'était proportionné. Je ne cherchais pas à les piéger. Je ne cherchais pas à les humilier. Je cherchais à me tenir droite, à faire en sorte que plus jamais une décision engageant ma vie ne soit prise sans moi. Cette intention me gardait loin de la colère. Elle me permettait d'avancer avec calme, sans me perdre dans des explications inutiles. Peu à peu, je sentais un déplacement profond s'opérer. Je n'étais plus dans l'attente d'une reconnaissance réparatrice. J'étais prête. Prête à dire non. Prête à poser des limites. Prête aussi à me retirer si nécessaire. Cette préparation, invisible mais solide, modifiait déjà la relation, sans cri ni menace. Ils pensaient que je ne comprendrais jamais. Ils ignoraient que comprendre, parfois, c'est préparer sans bruit. C'est aligner les faits, les mots, les actes, jusqu'à ce que le réel ne laisse plus aucune place à l'ambiguïté. Et dans ce silence organisé, lucide, je savais que le moment viendrait où je n'aurais plus besoin d'expliquer.
Il suffirait d'agir. La confrontation n'a pas éclaté comme il l'avait sans doute imaginé. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte claquée, pas de reproches lancés à la volée. Elle s'est imposée naturellement, presque calmement, le jour où j'ai cessé de jouer le rôle qu'ils attendaient encore, de contron. Moi. Ce jour-là, ils ont compris que quelque chose leur échappait définitivement. Je leur ai demandé de venir me voir un après-midi, tous les trois, pas pour discuter d'un document précis, pas pour régler une urgence, juste pour parler. Cette simplicité les a mis en confiance. Ils pensaient sans doute que j'avais besoin d'être rassurée, peut-être même recadrée. Ils sont arrivés avec cette assurance tranquille de ceux qui se croient encore en position de force. Je les ai laissés s'installer. Le café était prêt. Les tasses alignées comme toujours. Rien n'avait changé en apparence. Je voulais que le cadre reste familier, presque banal. La banalité est parfois le meilleur révélateur. Mon fils a commencé à parler rapidement, évoquant des détails pratiques, des choses à prévoir, comme s'il cherchait à reprendre le fil qu'il croyait maîtriser. Ma belle-fille l'a soutenu, avec des phrases lisses, organisées. Ma fille est restée en retrait, attentive, silencieuse. Je les ai écoutés jusqu'au bout, sans les interrompre, sans hocher la tête. Quand ils ont terminé, il y a eu un silence. Pas un silence gêné, un silence posé. J'ai pris la parole, alors, calmement, sans élever la voix. Je leur ai dit que j'avais compris ce qu'ils avaient tenté de faire, que j'avais compris les démarches engagées sans moi, les décisions anticipées, les documents préparés. Je n'ai pas utilisé de mots violents. Je me suis contentée d'énoncer des faits. Mon fils a réagi immédiatement. Il a parlé d'intention, de protection, de précaution. Il disait cela avec une sincérité apparente, comme s'il était convaincu de sa bonne foi. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai répondu que les intentions ne suffisent pas quand elles suppriment le consentement, que protéger quelqu'un sans lui parler revient à le déposséder. Ces mots ont suspendu la conversation. Ma belle-fille a tenté de minimiser, de parler de malentendus. Elle a souri, mais son sourire était tendu. Je voyais qu'elle cherchait à reprendre le contrôle du récit. Je ne l'ai pas attaquée. Je lui ai simplement dit que ce qui avait été préparé ne me convenait pas et que rien ne se ferait plus sans mon accord explicite. Cette phrase, dite sans menace, a fait basculer l'atmosphère. Ma fille a enfin parlé. Sa voix tremblait légèrement. Elle a dit qu'elle n'avait pas pensé que cela irait si loin. Cette phrase m'a frappé plus que toutes les autres. Si loin. Comme si le problème n'était pas ce qu'ils avaient fait, mais le fait que je m'en rende compte. Je lui ai répondu doucement, que l'on dit souvent cela quand on n'a pas voulu regarder. Que le silence n'est jamais neutre. Mais j'ai alors posé sur la table quelques documents. Pas tous, juste assez. Des copies, des dates, des traces. Je n'ai pas expliqué leur origine. Je n'en avais pas besoin. Leur simple présence disait tout. Je voyais dans leur regard une inquiétude nouvelle. Ils comprenaient que je n'avais pas seulement compris. J'avais anticipé. Je leur ai dit ce que j'avais décidé. Certaines démarches seraient arrêtées immédiatement. D'autres seraient revues avec moi, pas sans moi. Et si cela n'était pas possible, je saurais me retirer. Je n'ai pas parlé de conflits juridiques. Je n'ai pas parlé de conséquences lourdes. Je n'ai parlé que de limites. Des limites claires, non négociables. Mon fils s'est mis en colère. Une colère brève, mal contenue, qui révélait surtout sa peur de perdre le contrôle. Ma belle-fille s'est tue. Ma fille pleurait en silence. Je n'ai pas cherché à apaiser ce moment. Il devait exister tel quel. Il était le prix de ce qui avait été construit dans l'ombre. Quand ils sont repartis, la maison était silencieuse. Un silence dense, mais stable. Je me suis assise, fatiguée, mais droite. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas perdu. J'avais repris ma place. Et cette place ne dépendait plus de leur compréhension, ni de leur approbation. Ce jour-là, ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur en me sous-estimant. Ils pensaient que je ne comprendrais jamais. Ils découvraient que comprendre ne signifie pas s'emporter, ni se justifier. Comprendre, parfois, c'est attendre le bon moment pour dire non. Et ce non-là, posé avec calme et détermination, venait de clore définitivement une manière de faire qu'ils ne pourraient plus jamais reproduire. Après cette confrontation, quelque chose s'est fissuré dans l'équilibre que mes enfants croyaient solide. Ce ne fut pas un effondrement spectaculaire, mais une désagrégation lente, presque méthodique. Les appels se sont espacés,
Les messages sont devenus plus courts, plus prudents. Chacun semblait mesurer ses mots, comme si la moindre phrase pouvait désormais être conservée, relue, comprise autrement. Je regardais cela à distance, avec une attention calme. Je n'avais plus besoin de comprendre leurs intentions. Elles s'exprimaient d'elles-mêmes, dans ces silences nouveaux. Mon fils, habitué à décider, oscillait entre irritation et tentative de justification. Il m'appelait parfois pour parler d'autre chose, du travail, de banalité, comme s'il voulait recoudre le lien, sans toucher à ce qu'il avait déchiré. Je répondais poliment, sans m'y accrocher. Je ne voulais plus d'un lien fondé sur l'évitement. Ma belle-fille, elle, s'est retirée presque complètement. Je sentais qu'elle me considérait désormais comme imprévisible. Non pas dangereuse, mais incontrôlable. Et pour quelqu'un qui aime organiser, planifier, cadrer, l'imprévisibilité est une menace. Elle avait perdu sa place centrale dans la gestion silencieuse de ce qui ne lui appartenait pas vraiment. Ce retrait n'était pas une punition. C'était une conséquence. Ma fille souffrait davantage. Son silence s'était transformé en malaise visible. Elle m'a écrit une longue lettre, une nuit, où elle parlait de confusion, de loyauté partagée, de peur de perdre tout le monde. Je l'ai lue attentivement. Je n'y ai pas répondu tout de suite. Je savais que répondre trop vite aurait été une manière de la soulager, sans lui permettre de comprendre sa propre position. Le temps faisait désormais partie de ma réponse. Autour d'eux, les choses se compliquaient. Les non-dits accumulés ressortaient entre eux, sans moi. Des reproches anciens, des jalousies que je n'avais jamais vues, des désaccords mal réglés. Je n'étais plus le point de convergence qui amortit les tensions. Mon retrait révélait ce qui avait été maintenu artificiellement en équilibre grâce à mon silence. J'entendais parfois des échos, indirects, par des proches, par des phrases rapportées. Ils disaient que j'avais changé, que j'étais devenue dure, que je ne comprenais plus leur bonne volonté. Ces paroles ne me blessaient pas comme avant. Elles confirmaient simplement que je n'étais plus disponible pour endosser le rôle rassurant qui les arrangeait. Et cette indisponibilité les obligeait à se confronter à eux-mêmes. Mais chez moi, la maison avait changé de rythme. Les visites étaient rares. Le téléphone sonnait moins. Et pourtant, je n'avais jamais ressenti un tel calme. Un calme sans tension, sans attente. Je faisais les choses à mon rythme. Je choisissais quand répondre, quand me taire. Ce choix, si simple, était une victoire discrète. Je n'ai jamais cherché à provoquer l'éclatement familial. Je savais simplement qu'il était inévitable dès lors que la vérité avait été posée. Les relations construites sur l'évitement et la domination douce ne résistent pas longtemps à la clarté. Elles se réorganisent ou se brisent. Ce n'était plus mon rôle d'empêcher l'un ou l'autre. Un jour, mon fils est venu seul. Il n'avait plus cette assurance tranquille. Mais il parlait lentement, cherchait ses mots. Il m'a dit que les choses étaient compliquées, que les tensions étaient fortes, que rien n'était comme avant. Je l'ai écouté, sans triompher, sans compassion excessive. Je lui ai dit que les choses n'étaient jamais comme avant, quand on cesse de se mentir, et que ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Quand il est reparti, j'ai compris que l'éclatement avait eu lieu. Pas dans un fracas, mais dans une prise de conscience collective. Ils ne pouvaient plus s'appuyer sur mon silence pour maintenir leur arrangement. Ils devaient désormais se parler entre eux, sans filtre, et cela les mettait face à des vérités qu'ils n'avaient jamais voulu regarder. Je suis restée témoin, pas actrice. Déjà, ailleurs, intérieurement. Ce chaos n'était plus le mien. J'avais traversé la tempête en restant immobile au centre, et maintenant que le vent emportait ce qui ne tenait que par habitude, je pouvais enfin respirer, sans culpabilité. Le départ ne s'est pas fait dans un élan spectaculaire. Il s'est décidé un matin clair, sans drame, comme une évidence que l'on n'interroge plus. J'ai compris que rester au même endroit, même apaisé, revenait encore à porter l'empreinte de ce qui avait été détruit. Je ne voulais pas fuir. Je voulais simplement m'installer ailleurs, là où rien ne me rappellerait sans cesse le poids des silences anciens. J'ai choisi un lieu simple, ni trop loin, ni trop chargé de symboles. Un endroit calme où l'on entend le vent avant les voix. La première nuit, j'ai dormi profondément, sans sursaut, sans cette vigilance intérieure qui m'accompagnait depuis des années. Au réveil, j'ai su que je n'avais pas seulement changé d'adresse. J'avais déplacé mon centre de gravité. Les journées ont pris un autre rythme.
Je marchais le matin, lentement, sans objectif précis. J'apprenais à regarder les détails, les façades, les arbres, les visages inconnus. Personne ne me connaissait ici comme mère, comme pivot, comme figure rassurante. J'étais simplement une femme qui s'installe. Cette neutralité m'a fait du bien. Elle me laissait respirer sans devoir expliquer. Les petites choses ont retrouvé leur place. Préparer un repas pour moi seule, sans penser à plaire. Choisir l'heure du silence. Laisser un livre ouvert sans le refermer pour répondre à un appel. J'avais oublié à quel point ces gestes simples peuvent devenir des privilèges quand on a trop longtemps vécu en fonction des autres. Des liens se sont tissés doucement. Un voisin attentif mais discret. Une commerçante qui me reconnaissait sans me questionner. Des échanges brefs, sincères, sans attente cachée. J'aimais cette forme de relation légère, sans dette émotionnelle. Elle me rappelait que l'on peut exister pleinement, sans être indispensable à quelqu'un. Je pensais parfois à mes enfants. Pas avec amertume. Avec une lucidité nouvelle. Je ne cherchais plus à comprendre leurs choix, ni à réparer leurs tensions. Je savais désormais que chacun devait traverser ses propres zones d'ombre. Yo! Les miennes m'avaient conduite ici. Les leurs les conduiraient ailleurs. Ce détachement n'était pas une punition, c'était une nécessité. Le pardon s'est présenté comme une question, pas comme une injonction. Devais-je pardonner pour me libérer, ou étais-je déjà libre sans le formuler? J'ai compris que le pardon n'est pas toujours un geste envers l'autre. Il peut être un accord silencieux avec soi-même. Accepter que ce qui a eu lieu ne se répétera plus, parce que l'on n'est plus la même. Je n'ai pas effacé le passé. Je l'ai rangé, à sa place, sans le laisser envahir chaque pièce de mon présent. Les souvenirs douloureux existaient toujours, mais ils n'avaient plus le pouvoir de définir mes journées. Ils étaient devenus des repères, non des chaînes. Un après-midi, en regardant la lumière tomber sur le mur blanc de mon salon, j'ai ressenti une gratitude inattendue. Pas pour l'épreuve, mais pour la clarté qu'elle avait imposée. Sans cette trahison feutrée, je serais peut-être restée enfermée dans un rôle trop étroit pour ce que j'étais devenue. La douleur avait ouvert une porte que je n'aurais jamais osé pousser autrement. Je vivais désormais sans surveiller mes mots, sans calculer mes silences. Je parlais quand j'en avais envie. Je me taisais quand c'était juste. Cette liberté-là n'a pas de prix, surtout quand on l'obtient tard. Elle n'a rien de bruyant. Elle se manifeste dans le calme profond de journées qui n'attendent plus rien d'autre que d'être vécues. Je savais que cette nouvelle vie n'était pas une récompense. Elle était le résultat logique d'un choix. Celui de ne plus me laisser réduire. De ne plus accepter d'être comprise, à moitié. De ne plus signer ce qui m'efface. Et dans cette existence apaisée, reconstruite sans éclat, je découvrais une joie discrète, presque timide, mais profondément vraie. Je regarde aujourd'hui mon passé, sans détour, sans colère inutile, mais sans indulgence aveugle. Il est là, derrière moi, comme un paysage traversé à pied, avec ses détours, ses erreurs, ses zones d'ombre. Je n'essaie plus de le corriger. Je le reconnais. C'est peut-être cela, vieillir avec dignité. Accepter ce qui a été sans s'y enfermer. Il m'arrive encore de penser à cette femme que j'étais avant. Celle qui croyait que comprendre les autres suffisait à être respectée. Celle qui confondait la patience avec l'effacement. Je ne la juge pas. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait alors. Mais je sais aujourd'hui qu'aimer ne signifie pas s'oublier et que le silence, quand il est subi, finit toujours par être utilisé contre vous. Mes enfants font toujours partie de ma vie, mais autrement. De plus loin. Avec des frontières claires. Il y a des échanges, parfois maladroits, parfois sincères. Je ne cherche plus à réparer ce qui ne m'appartient pas. Je ne comble plus les silences par peur du vide. Je laisse chacun venir à moi avec ce qu'il est capable d'offrir. Rien de plus. Rien de moins. Je ne leur ai jamais fait de longs discours. Je n'ai pas cherché à leur expliquer chaque décision, chaque distance. Je sais désormais que certaines compréhensions ne naissent pas des mots, mais de l'expérience. Ils comprendront ou non. Ce n'est plus ce qui guide mes choix. Il y a des jours où la mélancolie me frôle. Pas une tristesse amère, mais une douceur un peu grave. Celle des choses qui auraient pu être différentes. Celle des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Je laisse cette mélancolie passer. Je ne la combats pas. Elle me rappelle que j'ai aimé profondément, et que l'amour, même blessé, laisse toujours une trace. Mais cette trace ne me gouverne plus.
Je ne me définis plus par ce que j'ai donné sans retour. Je me définis par ce que j'ai choisi de préserver. Mon calme, ma lucidité, ma capacité à dire non sans me justifier, à dire oui sans me sacrifier. Je sais maintenant que la vraie force n'est pas dans la confrontation permanente, ni dans la fuite. Elle est dans cette posture intérieure qui vous empêche d'être manipulé, même par ceux que vous aimez. Une posture qui ne se crie pas, qui ne se revendique pas. Elle se vit. Quand je parle aujourd'hui à d'autres femmes de mon âge, je reconnais parfois dans leurs mots cette fatigue ancienne que je portais moi aussi. Elles disent qu'elles ne veulent pas faire de vagues, qu'elles ont peur de perdre leurs enfants, qu'elles préfèrent se taire. Je ne leur donne pas de leçons. Je leur dis simplement qu'il existe un moment où se taire ne protège plus, où le silence devient une autorisation donnée à l'injustice. Je n'ai jamais cherché la revanche. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. J'ai gagné avec moi à même. J'ai cessé d'être une variable d'ajustement dans la vie des autres. J'ai repris ma place, sans bruit, sans triomphe, sans humiliation infligée en retour. Si je devais résumer ce chemin en une seule certitude, ce serait celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour se rendre à soi-même ce que l'on a laissé prendre par habitude, par amour ou par peur. La dignité n'a pas d'âge, la clarté non plus. Je vis désormais avec moins d'attente et plus de présence. Chaque journée n'a pas besoin d'être remplie pour être juste. Il me suffit de sentir que je suis à ma place, que mes décisions m'appartiennent, que mes silences sont choisis. Et quand je repense à cette phrase prononcée un jour, avec légèreté, devant moi, il pensait que je ne comprendrais jamais, je souris intérieurement. Non par ironie, mais par reconnaissance envers celle que je suis devenue, grâce à cette épreuve. Car j'ai compris, oui, j'ai compris que parler n'est pas toujours la réponse. J'ai compris que rester droite, parfois, consiste à ne plus se justifier. J'ai compris que certaines vérités se défendent. J'ai compris que certaines vérités mieux dans le calme que dans le tumulte. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle, que je garde désormais comme un principe intime, presque sacré. Le silence peut aussi être une forme de justice.